Il m'a quitté pour sa maîtresse puis j'ai laissé tomber le test ADN sur la table, mari infidèle. Lorsque mon mari a exigé le divorce après 15 ans de mariage, j'ai acquiescé calmement et signé les papiers. Alors qu'il célébrait avec sa maîtresse dans notre restaurant préféré, je me suis approché de leur table avec un sourire. « Félicitations pour votre liberté », ai-je dit en glissant une enveloppe sur la table. Son sourire narquois a disparu lorsqu'il a lu les résultats du test ADN, prouvant que le rouge à lèvres couleur sang sur le coton blanc impeccable n'était pas la seule tâche qu'il ne pouvait pas expliquer. C'est ce qui a mis fin à mon mariage. Non pas dans un cri ou une explosion, mais avec l'horreur silencieuse de la découverte. Alors que je me tenais figé dans notre dressing, la chemise de William pendant de mes doigts tremblants, je me souviens parfaitement du moment exact, mardi, 9h17. Les jumeaux étaient à l'école, Emma à son cours de piano. Je rassemblais des vêtements pour le nettoyage à sec lorsque j'ai remarqué le sac de sport de William caché derrière ses rangées de chaussures Oxford cirées. La fermeture éclair était partiellement ouverte, révélant la chemise froissée qu'il avait supposément portée pour l'opération chirurgicale d'urgence de la nuit dernière. La tâche n'était pas médicale. Aucun chirurgien ne portait cette nuance de cramoisie dans un bloc opératoire. Avant de poursuivre avec la découverte choquante de Jennifer, je tiens à vous inviter à faire partie de notre communauté de conteurs. Si les récits de force face à la trahison vous touchent, veuillez vous abonner. C'est entièrement gratuit et cela permet de soutenir davantage d'histoires de femmes qui reprennent leur pouvoir. Maintenant, voyons comment cette vie apparemment parfaite commence à se déliter. Je me tenais là, le cœur battant, alors que 15 ans de mariage se cristallisaient en cette seule preuve accablante. Le docteur William Carter, chirurgien cardiaque respecté, mon mari, père de nos 3 enfants, avait les lèvres d'une autre femme sur ses vêtements. La réalité soigneusement construite dans laquelle je vivais s'est brisée autour de moi comme du cristal fin sur un sol en marbre. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, les collègues de William nous avaient appelés « les Carter parfaits ». Lui, avec ses mains sur qui sauvait des vies quotidiennement, moi, avec mon soutien indéfectible et mon dévouement à notre famille. Notre maison de style colonial à Oak Heights, avec sa pelouse impeccable et sa clôture blanche, aurait tout aussi bien pu être un décor de cinéma. Le rêve américain personnifié. Jennifer rend tout cela possible, déclarait-il lors des collectes de fonds de l'hôpital, son bras autour de ma taille, une flûte de champagne à la main. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans elle. Les femmes des autres médecins souriaient poliment, mais je pouvais voir l'envie dans leurs yeux. Nous avions tout, 3 beaux enfants, la sécurité financière et un partenariat qui avait résisté aux années épuisantes de la faculté de médecine, de l'internat et de l'ascension de William vers la notoriété. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs. William a commencé à travailler plus tard, prétendant que l'hôpital manquait de personnel. Le golf du week-end avec ses collègues est devenu plus fréquent. Nos conversations sont devenues plus courtes, plus pratiques, planifier les activités des enfants, discuter des besoins du ménage, organiser les obligations sociales qui feraient avancer sa carrière. Lorsque William a été promu chef de la chirurgie cardiaque au printemps dernier, j'ai organisé une fête surprise avec tous ses collègues. Il a souri et m'a remercié publiquement, mais c'est plein plus tard que je l'avais embarrassé devant le conseil d'administration de l'hôpital. Cette nuit-là, il a dormi dans la chambre d'amis, prétextant l'épuisement. C'est la pression, ai-je dit à ma sœur au téléphone le lendemain. La promotion s'accompagne de tant de responsabilités. Les hommes au pouvoir changent souvent, Jen, m'a-t-elle averti. J'ai rejeté son inquiétude comme du cynisme dû à l'échec de son propre mariage. La distance physique s'est également accrue. William se plaignait de fatigue après des opérations de 18 heures. Lorsqu'il se détournait de mes caresses, j'achetais de la nouvelle lingerie, je planifiais des soirées en amoureux, j'essayais tout ce que les magazines féminins suggéraient pour maintenir la flamme. Il participait sans enthousiasme, consultant son téléphone tout au long de nos soirées soigneusement planifiées. « Est-ce que tout va bien entre nous ?» ai-je demandé un soir après qu'il ait à peine touché à son plat préféré. « Juste fatigué, Jen. » L'affaire Jenkins est compliquée. Puis il se retirait dans son bureau à domicile, porte fermée, la voix basse alors qu'il prenait des appels tard dans la nuit. Je croyais en la confiance. Je croyais en la vie privée. Je n'ai jamais envisagé de vérifier son téléphone ou ses emails. C'était pour les femmes peu sûres d'elles, les femmes paranoïaques, pas pour Jennifer Carter, l'épouse parfaite. Jusqu'à ce que notre 15e anniversaire approche. J'avais prévu de surprendre William avec un week-end romantique dans la Napa Valley,
où nous avions passé notre lune de miel. J'avais besoin de synchroniser nos agendas, et son téléphone était sur le comptoir pendant qu'il prenait sa douche. Un coup d'œil rapide pour m'assurer qu'il était libre ce week-end. C'est tout ce que j'avais l'intention de faire. La notification de message texte est apparue alors que je tenais son téléphone. Dr Rebecca Harrington, la nuit dernière était incroyable. J'ai hâte de te sentir à nouveau en moi. Quand la quittes-tu? Mon doigt tremblait alors que j'ouvrais le fil de messages. Des centaines de SMS, remontant à 8 mois. Photos intimes. Des projets faits pendant que j'emmenais Emma à son récital ou que j'aidais les jumeaux avec leurs projets scientifiques. Des blagues cruelles à mes dépens. William, elle prépare une grande surprise pour l'anniversaire. Rebecca, la pauvre, pense encore qu'il y a quelque chose à célébrer. J'ai tranquillement remis le téléphone à sa place, lui ai préparé son café comme d'habitude, l'ai embrassé au revoir lorsqu'il est parti pour l'hôpital. Puis j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que de la bile amère. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, je l'ai confronté dans notre chambre. La même chambre où nous avions conçu nos enfants, où nous nous étions serrés dans les bras après les fausses couches avant de nous tourner vers la FIV, où il m'avait réconforté après la mort de mon père. « Couches-tu avec Rebecca Harrington ?» Ma voix était étonnamment ferme. William n'a même pas tressailli. Il a retiré sa montre, l'a placée méthodiquement sur sa table de nuit. « Oui. » « Depuis combien de temps? Est-ce que ça a de l'importance? » Il m'a regardé avec une telle froideur. Je ne le reconnaissais pas. Je veux le divorce, Jennifer. La cruauté calculée de son ton m'a plus choqué que les mots eux-mêmes. Ce n'était pas une confession. C'était une exécution. Pourquoi, ai-je murmuré. J'ai dépassé cette vie. Nous ai dépassés. Il a fait un geste autour de notre chambre comme s'il s'agissait d'une cellule de prison. J'ai donné 15 ans à ce mariage, à ses enfants. J'ai 45 ans. Si je dois recommencer, c'est maintenant. Recommencer? Nous avons construit cette vie ensemble, William. Tout ce que tu es, tout ce que je suis. Son rire était amer. Je sauve des vies quotidiennement. Que fais-tu, Jennifer? Tu fais des biscuits pour les collectes de fonds de l'école? Tu ranges mon tiroir à chaussettes? J'ai construit cette vie malgré le poids de la domesticité. Ces mots ont frappé comme des coups physiques. J'avais mis ma propre carrière d'enseignante en suspens pour soutenir ses rêves de faculté de médecine, gérer notre maison et nos enfants afin qu'il puisse se concentrer sur l'avancement de sa carrière, organiser d'innombrables dîners avec les administrateurs de l'hôpital pour l'aider à réseauter. Tu seras prise en charge financièrement, a-t-il poursuivi, comme s'il discutait d'une transaction commerciale. Les enfants s'adapteront. Les enfants s'adaptent toujours. Cette nuit-là, il a dormi dans la chambre d'amis. Je suis resté éveillé, reconstruisant les 15 dernières années, me demandant si quoi que ce soit avait été réel. Le matin, il est parti pour l'hôpital avant l'aube. Sur le comptoir de la cuisine, il avait laissé une carte de visite pour son avocat. La vie parfaite que je pensais que nous avions construite n'était qu'un mirage. Les fissures avaient toujours été là, j'étais juste trop dévoué à notre illusion pour les voir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que la tache de rouge à lèvres et l'aventure n'étaient que les fractures visibles d'une fondation qui avait été compromise dès le début. La trahison de William était plus profonde que je ne pouvais l'imaginer, et la vraie nature de sa tromperie allait bientôt bouleverser mon monde d'une manière qui rendrait son aventure insignifiante en comparaison. Le lendemain du jour où William a laissé la carte de son avocat, j'ai pris rendez-vous avec Patricia Winters, l'avocate spécialisée en divorce la plus impitoyable d'Oak Heights. J'avais besoin de comprendre mes options, de me préparer à la bataille à venir. La première instruction de Patricia était claire, documentez tout, Jennifer. Surtout les finances. Ce soir-là, après avoir bordé les enfants en leur assurant que papa est juste occupé à l'hôpital, j'ai ouvert le coffre-fort de notre maison. À l'intérieur se trouvaient 15 ans de documents financiers, déclarations de revenus, relevés d'investissement, actes de propriété. Au fur et à mesure que je triais les papiers, des discrepancies ont commencé à apparaître comme des fils sombres dans ce que je pensais être un tissu sans couture. Retrait mensuel, $5 000, 7 500 $, parfois $10 000, de notre compte d'épargne conjoint vers une entité appelée Riverside Holdings. Aucune explication. Aucune trace papier indiquant où cet argent est finalement allé. Au cours des 2 dernières années, près de $250 000 avaient disparu. J'ai contacté notre banque le lendemain matin.
Le gestionnaire de compte était hésitant, mais a finalement confirmé mes soupçons. Riverside Holdings était une société à responsabilité limitée enregistrée uniquement au nom de William. La piste de l'argent s'arrêtait là. Est-ce normal dans les divorces, ai-je demandé à Patricia lors de notre réunion de suivi, en glissant les relevés bancaires sur son bureau en acajou. Des avoirs cachés? Malheureusement, oui. Elle a examiné les documents à travers des lunettes de lecture étroites. Mais ce schéma, cela suggère quelque chose de plus calculé. Quelque chose à long terme. C'est au cours de cette conversation que Patricia a mentionné le docteur Nathan Brox. Le nom est apparu dans une autre de mes affaires, a-t-elle expliqué. Ancien collègue de votre mari. A quitté le centre médical d'Ashford il y a 3 ans dans des circonstances intéressantes. Pourrait valoir la peine d'une conversation. Je me souvenais vaguement du docteur Brox, calme, dévoué, toujours légèrement mal à l'aise lors des événements de l'hôpital. Il avait simplement disparu de la communauté médicale sans explication. William avait écarté mes questions par des divergences professionnelles. Rien d'intéressant. Il m'a fallu 5 appels pour retrouver son cabinet actuel, une modeste clinique familiale à 40 miles de la ville. Sa réceptionniste était protectrice, mais lorsque j'ai mentionné le nom de William, elle m'a immédiatement transféré. Madame Carter. Sa voix avait un poids qui m'a serré l'estomac. Je m'attendais à votre appel, depuis des années. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos domiciles. Le docteur Brox avait considérablement vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu, des rides profondes autour des yeux, des cheveux prématurément gris. Il a commandé un café noir et m'a étudié d'un regard clinique. Je savais que ce jour arriverait, a-t-il dit doucement. Je ne savais tout simplement pas lequel d'entre nous craquerait en premier. Moi, avec ma conscience, ou William, avec son arrogance. Ce qu'il a révélé au cours de l'heure suivante a brisé ce qui restait de mon monde. La clinique de fertilité d'Ashford avait un problème, a-t-il expliqué, la voix à peine audible. Plusieurs couples ont signalé des procédures de FIV échouées malgré des conditions optimales. J'ai remarqué des incohérences dans les rapports de laboratoire, de légères différences entre la documentation et les procédures réelles. Mes mains tremblaient autour de mon latin tact. Nous avions subi 3 cycles de FIV pour concevoir les jumeaux, puis 2 autres pour Emma. Chaque échec avait été dévastateur. Chaque succès, miraculeux. J'ai commencé à enquêter, discrètement. Le directeur de la clinique, le docteur Mercé, falsifiait les résultats. Substituait des échantillons. Manipulait les taux de réussite pour maintenir la réputation et le financement de la clinique. Lorsque je l'ai confronté, il a admis que William était au courant. Plus qu'au courant. Complice. C'est impossible, ai-je murmuré. William voulait des enfants. Nous le voulions tous les deux. Le docteur Brox a glissé une clé USB sur la table. Dossiers hospitaliers. Rapport de laboratoire. La signature de William autorisant les modifications procédurales, son euphémisme pour la manipulation d'échantillons, y compris les vôtres. Pourquoi? Ma voix s'est brisée. Pourquoi ferait-il ça? À l'origine, pour l'avancement de sa carrière. Mercé faisait partie du conseil d'administration qui a ensuite promu William au poste de chef. Mais, dans votre cas. Il hésita. William a une maladie cardiaque héréditaire. Une cardiomyopathie hypertrophique. Légère dans son cas, mais avec 50% de chance de la transmettre à ses enfants. Un chirurgien avec son ambition ne pouvait pas risquer d'avoir des enfants avec une condition qui pourrait nuire à son jugement professionnel. Les implications se sont abattues sur moi comme un raz-de-marée. Je me suis agrippé au bord de la table pour me stabiliser. Alors, pendant nos traitements de FIV, il s'est assuré que son sperme n'était jamais réellement utilisé. La clinique a utilisé des donneurs anonymes à la place. William savait exactement ce qu'il faisait. J'ai quitté la réunion avec la clé USB me brûlant la main et une recommandation pour un service discret de test génétique. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai recueilli des échantillons d'ADN, des cheveux de leur brosse, de la salive de leur brosse à dents. J'ai inclus l'un des peignes de William de la salle de bain principale qu'il n'utilisait plus. L'attente de 2 semaines pour les résultats a été atroce. William avait accéléré la procédure de divorce, exigeant des évaluations de la garde, prétendant que mon instabilité émotionnelle faisait de moi une mère inapte. Son avocat a envoyé des lettres d'intimidation remettant en question ma capacité à subvenir financièrement aux besoins des enfants,
suggérant que ma contribution à la famille avait été minime. Ils ont proposé un accord qui me laisserait à peine de quoi survivre, une manœuvre calculée pour me forcer à la soumission. Pendant ce temps, j'ai maintenu les apparences. Aider les jumeaux avec leurs projets scientifiques. Assister au récital d'Emma. Souris à la sortie de l'école. Hocher la tête poliment lorsque d'autres mères se sont enquis de l'absence de William. Horaire de l'hôpital, disais-je. Vous savez comment c'est. La nuit, je faisais des recherches sur les violations de l'éthique médicale et les fraudes en matière de fertilité. Les cas que j'ai trouvés étaient dévastateurs, des médecins utilisant leur propre sperme au lieu de donneurs, des cliniques mélangeant des embryons, des familles découvrant des vérités biologiques des décennies plus tard. Mais nulle part je n'ai trouvé un cas comme le nôtre. Un mari s'assurant délibérément que ses enfants n'étaient pas biologiquement les siens. Créant une famille sous de faux prétextes tout en maintenant la fiction d'un lien génétique. Le service de test a appelé un mardi matin. La voix de la femme était professionnelle, détachée. Nous avons vos résultats, Madame Carter. Souhaitez-vous que je vous les envoie par email, ou préférez-vous en discuter par téléphone? Par email, ai-je murmuré, sachant que j'avais besoin de voir les preuves de mes propres yeux. Le langage clinique du rapport ne pouvait pas adoucir le coup, le père présumé est exclu comme père biologique des enfants testés. La probabilité de paternité est de 0%. J'ai imprimé 3 copies, une pour mon avocate, une pour le coffre-fort que j'avais ouvert à mon nom uniquement, et une que j'ai glissée dans une enveloppe crème avec le logo du centre médical d'Ashford, pris du bureau à domicile de William. Pendant ces semaines où j'ai fait semblant que rien n'avait changé, mes mains n'ont plus tremblé. La dévastation s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid. Il ne s'agissait pas seulement d'une aventure ou d'avoir caché. Il s'agissait d'une trahison fondamentale qui avait commencé avant même que nos enfants ne soient conçus. William m'avait privé de choix. Il avait construit un mensonge élaboré qui avait façonné 15 ans de ma vie, mon identité de mère, l'existence même de nos enfants, tout en se positionnant comme le généreux pourvoyeur, le père dévoué, le brillant chirurgien qui sauvait. Des vies. La vérité changeait tout. Et je possédais maintenant le pouvoir de m'assurer qu'elle change tout pour lui aussi. Avec les résultats des tests ADN en main, mon chagrin s'est transformé en quelque chose de plus aigu, de plus ciblé. William avait construit une fausse réalité pendant 15 ans, et maintenant j'allais la démanteler, méthodiquement, complètement. J'ai commencé par contacter d'autres familles qui avaient suivi des traitements de fertilité à Ashford pendant la supervision de William. Le docteur Brox a fourni une liste de 27 couples qui pourraient avoir été affectés. La plupart ont refusé de me parler, ne voulant pas remettre en question les origines de leurs précieux enfants. 5 ont accepté de me rencontrer. Les Miller avaient des jumeaux qui ne leur ressemblaient en rien. Les Patel avaient une fille avec des problèmes médicaux inattendus. Les Johnson, les Garcia et les Wilson avaient chacun des histoires de conception miraculeuses, après de multiples tentatives infructueuses, une fois que le docteur Mercer s'était intéressé personnellement à leur cas. Nous étions tellement reconnaissants, m'a dit Sarah Wilson, des larmes coulant sur son visage. Nous n'avons jamais remis en question le comment. Mes recherches m'ont conduite à Diane Fletcher, une ancienne infirmière qui avait travaillé à la clinique de fertilité pendant 12 ans. Nous nous sommes rencontrés dans son petit appartement à l'extérieur de la ville, où elle vivait entourée de classeurs. J'ai gardé des traces, de tout, a-t-elle expliqué, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle sortait un journal relié en cuir. Nom des patients, modification procédurale, signature autorisant les changements. Il pensait que j'avais tout détruit quand je suis parti. Pourquoi ne les avez-vous pas dénoncés, ai-je demandé. Le sourire de Diane était amer. Je l'ai fait. L'administration de l'hôpital, le comité d'éthique médicale, même la police. À chaque fois, l'enquête disparaissait. Votre mari a des amis puissants, Madame Carter. Elle m'a montré des entrées remontant à 8 ans. Une documentation méticuleuse des substitutions d'échantillons, des formulaires de consentement falsifiés, des irrégularités procédurales. La signature de William apparaissait à plusieurs reprises, autorisant des ajustements de protocole, dans les cas présentant des préoccupations génétiques. Et mon cas, ai-je demandé doucement. Diane a tourné une page marquée de mon nom et de date correspondant à nos procédures de FIV. Instruction spéciale du docteur Carter lui-même, remplacement de l'échantillon autorisé en raison de problèmes de qualité. Aucune identification du donneur enregistrée. J'ai photographié chaque page, chaque signature, chaque note accablante.
Alors que je partais, Diane m'a glissé une carte de visite dans la main. Unité d'enquête sur l'éthique médicale. Demandez l'agent Dawson. Dites-lui que je vous envoie. Michael Dawson travaillait pour un groupe de travail conjoint enquêtant sur la fraude dans les soins de santé. Il constituait un dossier contre Ashford depuis 18 mois, mais ne parvenait pas à percer le mur du silence qui entourait la clinique de fertilité. Vos preuves pourraient être la clé, a-t-il expliqué lors de notre première rencontre. Mais il nous en faut plus. Des documents financiers montrant des pots de vin. Des aveux de culpabilité enregistrés. Le témoignage de quelqu'un qui est actuellement à l'intérieur. Je me suis engagé à rassembler ce dont il avait besoin tout en maintenant la façade d'une femme acceptant à contre-cœur le divorce. J'ai souri tristement à William pendant les séances de médiation. J'ai accepté des arrangements temporaires pour la garde des enfants. J'ai fait semblant d'envisager son règlement financier insultant. Tu es étonnamment conciliante, Jennifer, a remarqué William après une réunion particulièrement tendue avec nos avocats. Les enfants passent en premier, ai-je répondu doucement. Je veux juste ce qu'il y a de mieux, pour tout le monde. Sa confiance grandissait à chaque concession que je semblais faire. Il a amené Rebecca à des événements scolaires, l'a présentée à nos amis, l'a même fait dormir chez nous lorsque les enfants ont visité son nouvel appartement en centre-ville, tout cela pendant que j'enregistrais tranquillement des conversations, photographiais des documents et constituais mon dossier. Mon enquête a pris une tournure inattendue lorsque j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur les antécédents de Rebecca. Le rapport a révélé quelque chose d'étonnant, elle n'était pas seulement la collègue et l'amante de William. Elle était la fille de Méline Harrington. Méline Harrington avait été la patiente de William il y a 5 ans, un remplacement de valve de routine qui s'est terminé en tragédie lorsque William aurait commis une erreur pendant l'intervention. L'enquête de l'hôpital l'a disculpée, concluant que Méline n'avait pas divulgué un médicament qui avait compliqué son opération. La vérité, enfouie dans les dossiers que l'agent Dawson a découverts, était que William avait opéré avec un minimum de sommeil après un week-end avec Rebecca à Chicago. Son erreur a été dissimulée, les dossiers falsifiés, la famille a été indemnisée avec les fonds d'Ashford. Le mari de Méline est décédé 1 an plus tard d'une insuffisance cardiaque due au stress, laissant Rebecca seule. Elle a changé de nom de famille, effacé les liens avec son passé et s'est méthodiquement frayé un chemin dans la vie de William, d'abord en tant que collègue, puis en tant que sa maîtresse. Sa vengeance se préparait depuis des années, tout comme la mienne maintenant. J'ai hésité à la confronter, peut-être même à lui suggérer de travailler ensemble, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Les motivations de Rebecca étaient émotionnelles, volatiles. Les miennes devaient être calculées, précises. Au cours du mois suivant, j'ai recueilli des témoignages d'anciens employés de la clinique, documenté la piste de l'argent d'Ashford à Riverside Holdings jusqu'à des comptes offshore, et obtenu des déclarations sous serment de patients dont les traitements avaient été compromis. L'agent Dawson a construit un dossier juridique pendant que je construisais quelque chose de plus personnel, le démantèlement complet de l'image soigneusement élaborée de William Carter. J'ai enregistré William lors d'une de nos discussions sur la coparentalité, orientant subtilement la conversation vers les traitements de fertilité. Les jumeaux ont tes yeux, ai-je mentionné avec désinvolture. Bon gène, a-t-il répondu, distrait par son téléphone. Te demandes-tu parfois s'ils ont hérité de ta maladie cardiaque? Il a relevé brusquement la tête. Quoi? Cardiomyopathie hypertrophique. Le docteur Brox l'a mentionné. Le visage de William s'est assombri. Brox devrait se taire sur les choses qui ne le concernent pas, la santé de nos enfants ne le concerne-t-elle pas? Ne me concerne-t-elle pas? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, a-t-il dit en haussant les épaules. Je les ai fait tester, il y a des années. Ils vont bien. Comment as-tu pu les tester, sans me le dire? Je suis leur père, et un médecin. J'ai pris une décision médicale. L'enregistrement a capturé chaque mot, sa reconnaissance de la maladie, son aveu d'avoir testé nos enfants à mon insu, sa prétention continue de lien biologique. C'était la dernière pièce dont l'agent Dawson avait besoin. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Le gala annuel du centre médical d'Ashford approchait, l'événement le plus prestigieux du calendrier de l'hôpital. William avait été choisi pour recevoir le prix du « médecin de l'année » pour ses contributions révolutionnaires à la chirurgie cardiaque et ses normes éthiques indéfectibles. L'invitation est arrivée à la maison, toujours adressée à nous deux malgré notre divorce imminent. William m'a envoyé un SMS disant qu'il emmènerait Rebecca en tant que cavalière, mais que j'étais la bienvenue si ce n'était pas trop gênant.
J'ai répondu avec un mélange parfait de dignité blessée et d'acceptation gracieuse, je ne le manquerai pour rien au monde. Tu mérites cette reconnaissance. Ce que William ne savait pas, c'est que j'avais déjà rencontré le président du conseil d'administration de l'hôpital, partageant des éléments de preuve sélectionnés. Une session spéciale avait été programmée immédiatement avant le gala, une session où l'agent Dawson présenterait l'intégralité du dossier contre William, le docteur Mercer et la clinique de fertilité. Alors que je préparais ma robe de gala, une robe noire élégante que Rebecca avait autrefois qualifiée de « maman de banlieue qui essaie d'être sophistiquée », dans un SMS à William, j'ai reçu une notification que William et Rebecca fêteraient chez Vincenzo après la cérémonie de remise des prix. Notre restaurant préféré, où il m'avait demandé en mariage il y a 15 ans. C'était la touche finale parfaite à ma révélation soigneusement orchestrée. L'enveloppe avec les résultats des tests ADN était prête. Les autorités étaient prêtes. Chaque détail avait été pris en compte. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de calme certitude. William avait passé 15 ans à construire un mensonge. Demain soir, la vérité serait enfin dite. La nuit du gala d'Ashford est arrivée avec un timing dramatique parfait, des orages menaçants mais qui se retenaient, le ciel sombre de potentiel. Je suis entré seul dans la salle de bal de l'hôtel, vêtu de la robe noire que William avait toujours dite me donner l'air de « trop en faire ». Mes cheveux étaient relevés, des boucles d'oreilles en diamant, un cadeau d'un mari qui n'existait plus, captant la lumière alors que je me déplaçais dans la foule de l'élite médicale. J'ai repéré William immédiatement, tenant Salon près de la scène, le bras possessivement autour de la taille de Rebecca. Elle portait du cramoisi, la même teinte que le rouge à lèvres qui avait déclenché cette cascade de révélations. Les membres du conseil d'administration de l'hôpital se pressaient autour d'eux, riant de ses blagues, admirant sa compagne, parfaite. L'image du succès. La réunion secrète du conseil s'était terminée il y a à peine 30 minutes. J'avais regardé depuis une salle annexe l'agent Dawson présenter les preuves, documents financiers, témoignages de patients, documentation détaillée de Diane Fletcher. Les expressions des membres du conseil sont passées du scepticisme au choc, puis à une résolution sinistre. Le conseiller juridique de l'hôpital avait immédiatement contacté le bureau du procureur de district. William, bien sûr, ne savait rien de tout cela alors qu'il acceptait les félicitations pour son prix à venir. Il ne savait pas que des policiers étaient positionnés à chaque sortie, attendant le signal de l'agent Dawson. Il ne savait pas que sa vie parfaitement construite était à quelques minutes de l'implosion. Je me suis mêlé tranquillement à la foule, acceptant les condoléances pour mon « mariage raté » de la part des femmes de collègues qui m'avaient toujours vu comme rien de plus qu'un accessoire à la brillance de William. « C'est tellement courageux de ta part de venir ce soir », a murmuré Margaret Reynolds, la femme du chef de chirurgie. Sa sympathie était sincère, même si ses yeux suivaient William et Rebecca. « Je ne manquerai pas de voir William recevoir la reconnaissance qu'il mérite », ai-je répondu, avec un sourire qui l'a mise visiblement mal à l'aise. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée comme prévu. La présidente du conseil d'administration de l'hôpital, le docteur Elena Winters, a décidé que la révélation publique serait plus efficace qu'une arrestation discrète. William est monté sur scène sous des applaudissements nourris, acceptant le trophée de cristal avec une humilité pratiquée. La médecine n'est pas seulement une science, a-t-il déclaré au micro. C'est une confiance sacrée entre le médecin et le patient. L'éthique doit guider chaque décision, chaque procédure, chaque instant dans la salle d'opération. J'ai observé Rebecca pendant son discours, la légère tension dans ses épaules, l'adoration calculée dans ses yeux. Elle jouait un rôle, tout comme je l'avais fait pendant 15 ans, mais pour des raisons très différentes. Nos regards se sont croisés brièvement à travers la salle, et quelque chose est passé entre nous, une sorte de reconnaissance. Deux femmes qui connaissaient le vrai William Carter. Après la cérémonie, ils sont partis pour chez Vincenzo, comme prévu. Je les ai suivis 20 minutes plus tard, l'enveloppe crème bien en main. Le restaurant n'avait pas changé, nappe blanche, éclairage tamisé, opéra italien jouant doucement en arrière-plan. Le maître d'hôtel m'a immédiatement reconnu. « Madame Carter. Quel plaisir de vous revoir. Votre mari a mentionné que vous pourriez les rejoindre. » William était soit suprêmement confiant, soit il préparait le terrain pour une humiliation publique. Quoi qu'il en soit, cela a parfaitement joué en ma faveur. Ils étaient assis à notre ancienne table préférée près des fenêtres. William avait commandé le Bordeaux de 1982 que nous avions partagé lors de notre anniversaire il y a 5 ans. La bouteille entre coûtait plus cher qu'un mois d'épicerie pour nos enfants. William m'a vu en premier.
Son expression est passée de la surprise à la suffisance, supposant clairement que j'étais venu pour faire un plaidoyer désespéré. Rebecca s'est retournée, ses traits parfaits s'arrangeant en un masque de préoccupation polie. Jennifer, la voix de William avait ce ton condescendant qu'il avait perfectionné. C'est inattendu. Vraiment? Je me suis approché de leur table, calme et sereine. Tu as dit au maître d'hôtel que je pourrais vous rejoindre. Une mention par courtoisie. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Rebecca s'est déplacée mal à l'aise. Je devrais peut-être vous laisser un moment. S'il te plaît, reste, ai-je répondu, la regardant droit dans les yeux. Après tout, tu as gagné ta place à cette table. Rebecca, où devrais-je t'appeler? Rebecca Harrington? La couleur s'est vidée de son visage. Les sourcils de William se sont froncés de confusion. De quoi parles-tu? A-t-il demandé. Rebecca c'est, n'est-ce pas, Rebecca? Fille de Méline Harrington. La patiente dont tu as couvert la mort, William. La femme dont tu as remplacé la valve cardiaque alors que tu étais épuisé par ton week-end avec sa fille à Chicago. Ironique, n'est-ce pas? William s'est tourné vers Rebecca, la compréhension se lisant sur son visage. Est-ce vrai? Son silence était une confirmation suffisante. J'ai saisi la confusion momentanée pour placer l'enveloppe crème sur la table. Félicitations pour votre liberté, ai-je dit doucement. Je pense que vous trouverez cette lecture intéressante. La main de William tremblait légèrement alors qu'il l'ouvrait, retirant les résultats des tests ADN. J'ai regardé son expression se transformer, confusion, puis incrédulité, puis horreur alors que la compréhension se faisait jour. C'est impossible, a-t-il murmuré. Vraiment? Tu t'es assuré que ton sperme n'était jamais utilisé pendant nos traitements de FIV. Tu as falsifié des dossiers médicaux. Tu m'as menti pendant 15 ans, sur l'existence même de nos enfants. Rebecca a regardé le papier, puis William. De quoi parle-t-elle? Rien, a aboyé William, essayant de reprendre le contrôle. Jennifer invente des histoires parce qu'elle n'arrive pas à accepter notre divorce. Alors ça ne te dérangera pas d'expliquer cela au conseil d'administration de l'hôpital, ai-je répliqué, faisant un geste vers l'entrée du restaurant où le docteur Winters et plusieurs membres du conseil se tenaient maintenant avec l'agent Dawson. Ou au bureau du procureur de district. Ou à nos enfants. Le visage de William s'est déformé de rage. Espèce de femme vindicative, choisissez vos prochains mots avec soin, a interrompu l'agent Dawson, S.